Bonjour à tous, troisième vidéo sur la série des plantes en terminale S. Ici nous allons voir la domestication des plantes. Alors oui, vous êtes gentils, au bac, vous dessinez pas une jolie petite plante comme ça, d'accord? Donc domestication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'homme qui s'en occupe, c'est l'homme qui l'élève et c'est l'homme qui choisit les caractères qui l'intéressent. Donc à travers cette vidéo, nous allons voir différents exemples de domestication. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Nous allons commencer cette vidéo par l'exemple du blé. Alors le blé, vous allez me dire, elle a pris des photos. Bah oui, vous m'excuserez, je fais la vidéo en hiver. Du blé, il n'y en a pas en ce moment. Donc le blé, on connaît le blé tendre. Avec ça, on va faire de la farine pour faire le pain, les pâtes à pizza, etc. Il existe aussi le blé dur. Avec ça, on va faire la semoule, on va faire les pâtes. Ces deux blés sont des plantes domestiquées par l'homme, elles n'existent pas dans la nature. On pense qu'elles proviennent d'un croisement entre une petite graminée qu'on appelle un égilope avec de l'engrain. Donc ça se serait passé il y a environ 17 000 ans, ce serait un croisement naturel. Forcément, nous avons un croisement entre deux espèces. Nous avons eu donc un épisode de polyploïdisation, je vous renvoie sur les vidéos de génétique. Et donc ce croisement aurait donné cet amidonnier. Donc nos ancêtres ont sélectionné cet amidonnier dans la nature, ils l'ont cultivé parce qu'il présentait des caractères intéressants. Et on pense que le blé tendre, par exemple, celui-là, proviendrait du croisement d'un amidonnier avec un égilope, alors que le blé dur, par exemple, proviendrait simplement de la sélection par l'homme de certains plants d'amidonnier qui présentaient des caractères encore plus intéressants. Et donc on aurait abouti à du blé dur il y a environ 2000 ans, alors que ce croisement pour obtenir le blé tendre aurait eu lieu apparemment il y a 9000 ans. Si on étudie la répartition géographique de l'engrain sauvage et de l'amidonnier sauvage, c'est-à-dire les ancêtres de notre blé actuel, et les plus vieilles cultures de blé, les fouilles archéologiques nous amènent donc en Turquie, en Irak, au Liban, où nous avons retrouvé, enfin je dis nous, hein, les archéologues, un peu à moi, hein, ils ont retrouvé donc de l'engrain sauvage en Turquie, donc ici en Bordeaux. Ils ont trouvé également de l'amidonnier sauvage et les plus vieilles cultures de blé cultivées sont en Turquie, environ 7000 ans avant notre ère. Ce qui est intéressant, c'est que les espèces de blé les plus proches des espèces sauvages sont toujours présentes au Proche-Orient. Ce qui veut dire que nous, actuellement en Italie, en France, on cultive des espèces de blé un peu plus éloignées des espèces sauvages que le sont les espèces actuellement cultivées dans cette zone. Ça vous paraît logique ? Ben forcément, ils sont sur leur zone de formation. Donc les échanges génétiques ont certainement eu lieu pendant plusieurs centaines d'années encore, malgré la domestication. Alors quand on parle de domestication, on parle de syndrome de domestication. Je vous rappelle qu'un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, en l'occurrence finalement des caractères que l'on peut voir. Donc quand on compare l'amidonnier et le blé dur, donc je vous rappelle que le blé dur provient d'une sélection de certains amidonniers par les paysans. Donc qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement ils ont des points communs, d'accord? Mais alors, quels sont les caractères qui correspondent au syndrome de domestication? Alors le syndrome de domestication, c'est l'ensemble des caractères qui distinguent une espèce cultivée d'une espèce sauvage. Bon, alors au premier coup d'œil, ça se voit un peu tout de suite. On a une augmentation de la largeur des graines, une augmentation du nombre d'épillets et une étude statistique sur des grains qui ont été trouvés dans des fouilles archéologiques. Nous avons en rose des grains trouvés à Djef el Amar, c'est-à-dire en Syrie, qui datent de 11 000 ans avant la domestication. Et vous avez en vert donc des grains qui sont toujours trouvés en Syrie, mais qui datent de 7 000 ans, c'est-à-dire après la domestication. Et quand on fait des statistiques, on les mesure, on relève largeur, épaisseur, qu'est-ce qu'on observe? Que les grains datés de plus de 11 000 ans, donc avant la domestication, sont des grains dont la largeur et l'épaisseur sont plus petites que celles des grains datant d'après la domestication. Donc là, on voit nettement qu'on a des grains de blé qui possèdent une largeur plus importante, une épaisseur plus importante. Et donc là, voici un des symptômes du syndrome de la domestication, c'est-à-dire que l'homme a sélectionné des épis avec des grains plus épais et plus larges. Logique, il va les becqueter, il va pas prendre des trucs rikiki. Donc pour le blé, le syndrome de domestication, c'est augmentation de la largeur des graines, augmentation de l'épaisseur des graines. Bon, alors si effectivement lors de la domestication, on a eu une sélection qui a permis d'augmenter l'épaisseur des grains jusqu'à 3 fois l'épaisseur d'origine, ou la largeur qui s'est augmentée jusqu'à 2 fois la largeur d'origine, il n'y a pas que ça en fait qui est intervenu dans la domestication. Si on reprend un épi de blé, nous avons donc ici le rachis, c'est-à-dire l'axe de l'épi, et sur l'épi,
nous avons ce qu'on appelle des épillets. Donc chaque élément ici, c'est un épillé. Et un épillé contient 3 fleurs. Nous avons donc possibilité de fabriquer 3 graines. Ces graines vont être enfermées et protégées dans ce qu'on appelle des glumes et des glumelles. Donc, ce ne sont pas des fleurs comme celles que vous avez apprises avec des sépales, des pétales en couleur, etc. Là, nous sommes dans des fleurs moins visibles, donc sans pétales, mais ce qu'on appelle plutôt des glumes et des glumelles. Donc, si on regarde la structure des épis de tous les blés que l'on connaît, à savoir blé dur, blé tendre, amidonnier, en grains, on a globalement la même structure, c'est-à-dire un épi, des pillets, et dans les pillets, 3 fleurs, donc 3 graines. Mais voilà, si ces 4 plantes ont la même organisation, elles ne présentent pas tous les mêmes caractères. Et on va pouvoir travailler sur, par exemple, la solidité de l'épi, la forme des grains à maturité et la maturation des grains des différents individus. Je m'explique. Vous voulez faire pousser du blé. Vous avez tout intérêt à ce que l'épi soit solide, ne se casse pas, sinon il va tomber au sol, vous n'allez pas pouvoir le récolter. Vous avez tout intérêt à ce que les formes des grains soient parfaites pour pouvoir inventer une machine qui puisse filtrer, nettoyer et récupérer tout ça. Et vous avez tout intérêt à ce que tous les grains maturent en même temps. Si vous avez les premiers grains qui maturent ici, alors qu'ici en haut, les fleurs ne sont pas finies et les grains ne sont pas formés, vous allez donc perdre, entre guillemets, possibilité d'avoir plus de grains. Vous avez tout intérêt que tous les grains soient matures en même temps. Donc l'homme a sélectionné de manière empirique, c'est-à-dire sans connaissance génétique, des individus qui présentaient des caractères intéressants pour lui, mais qui ne sont pas des caractères intéressants pour la plante dans la nature. Et oui, si toutes les graines maturent en même temps, quel est l'intérêt pour la plante de le faire? Elle a moins de probabilité que ces graines survivent, car bien sûr, les graines sont soumises aux aléas climatiques. Donc il vaut mieux semer dans le temps différentes séries de graines. Pareil pour la solidité de l'épi. Il n'y a pas intérêt pour la plante dans la nature que l'épi soit solide, sinon jamais il va se détacher, jamais il va tomber au sol et les graines ne pourront pas germer. Or, nous avons intérêt à ce que le rachis soit solide pour qu'on puisse le récupérer. Donc, vous voyez que l'homme a sélectionné des plantes sur des caractères qui ne sont pas forcément avantageux pour la plante dans la nature, mais avantageux pour lui. Alors, si on fait une étude justement de ces 3 caractères chez ces groupes de plantes, on va délimiter 2 groupes, le groupe des blés durs et des blés tendres et le groupe amidonnier sauvage en grains sauvages. Concernant le premier caractère, quand on observe les plantes, effectivement, blé dur, blé tendre ont un rachis très solide, alors que l'amidonnier et l'engrain ont un rachis très fragile. Concernant la forme des grains à maturité, on constate que chez les espèces sauvages, les graines sont vêtues, c'est-à-dire que la glumelle protège bien le grain, la glumelle est bien refermée dessus, alors que sur les espèces cultivées, on dit que les grains sont nus parce qu'en fait les glumelles sont écartées et le grain n'est pas protégé. Donc pour nous c'est beaucoup plus facile de récupérer un grain si les glumelles de base naturellement sont écartées. Et pour le dernier caractère, la maturation des grains des différents individus, bon bah sans surprise, chez les espèces sauvages, la maturation est étalée dans le temps, ça augmente la probabilité de rencontrer des conditions favorables pour la maturation des graines et leur libération, alors que chez les espèces cultivées, la maturation des grains est synchrone, ça permet donc une récolte facilitée, puisqu'ils vont tous mûrir en même temps, on va tous les récupérer en même temps. Un autre exemple ici qui ressemble beaucoup à celui du blé, c'est la domestication du théocynthe en maïs. Donc le théocynthe est ici. Le théocynthe présente une seule rangée de graines. Ces graines sont enfermées par une cupule, elles sont bien protégées. On sait donc que l'homme a sélectionné des théocynthes qui présentaient une anomalie. Alors il l'a fait de manière empirique, bien sûr c'est une anomalie génétique, mais il présentait une anomalie, c'est-à-dire que les grains étaient nus. Et ensuite, il a sélectionné des individus qui permettaient d'avoir plusieurs rangées de grains. Donc on sait que ça s'est passé comme ça parce qu'on est capable de modifier génétiquement un théocynthe, de lui rajouter un gène à l'origine de l'absence des glumelles pour obtenir un grain nu, comme ici. Donc là, on a un théocynthe génétiquement modifié avec un gène de maïs, mais preuve est bien que c'est la même espèce, en tout cas ça descend de la même espèce puisque les gènes sont compatibles. Donc ici, même histoire que pour le blé, sélection de caractères qui ne sont pas avantageux dans la nature puisque les grains ici ne sont pas protégés, donc ils sont soumis aux aléas climatiques, ils sont soumis aux herbivores, alors qu'ici les grains sont protégés. Donc dans la nature, ce caractère n'est pas un avantage, mais pour nous, il l'est. Et même principe, sélection des plants qui ont donc la maturation de tous leurs grains en même temps. Donc la petite histoire du maïs, elle est très compliquée, c'est pas une petite histoire. Si on reprend donc les théocynthes qui ont 6 à 8 grains par épi,
Aujourd'hui, on compare avec les variétés de maïs actuelles qui ont jusqu'à 600 grammes par épi. On a plusieurs variétés de maïs. Quand on étudie la répartition des maïs, alors bien sûr aujourd'hui on en cultive en Europe, mais si on reprend leur région d'origine, on se retrouve donc avec une histoire qui se passe sur le continent américain. Le théocinthe se trouve initialement donc au niveau du Mexique et on retrouve donc différentes variétés anciennes de maïs sur le continent nord-américain et sur le continent sud-américain. Et vous voyez qu'on n'a pas les mêmes codes couleurs parce qu'on n'a pas du tout les mêmes variétés de maïs. Donc pour la petite histoire, la domestication se serait passée environ il y a 7000 ans. Donc séparation de la branche des théocinthes sauvages de la branche des maïs domestiqués. On a plusieurs branches qui se sont faites, alors forcément de par la volonté de l'homme qui a sélectionné dans un endroit ou un autre certains caractères. On va se retrouver donc avec des variétés Mexique du Nord, États-Unis Sud-Ouest, États-Unis Centre-Est, et on va se retrouver donc avec des variétés plutôt Amérique du Sud, Caraïbes, Mexique du Sud, montagne du Mexique. Donc globalement, on a ici, on le voit bien, deux groupes de variétés qui peuvent apparemment descendre d'une sélection en rapport avec le climat. Alors, quelle serait cette sélection en rapport avec le climat? Tout simplement les dates de floraison et les productions des graines. Si on étudie les variétés actuelles, on s'aperçoit que, en fonction de la région géographique, donc en fait, plus on s'éloigne, plus on va vers les régions tropicales. Et on voit très bien que les maïs des régions plus fraîches vont fleurir très rapidement, 30 jours après la germination, alors que les maïs plutôt des régions chaudes vont se permettre d'attendre 40 voire 50 jours avant de faire leurs fleurs. Tout simplement, c'est lié avec le climat. Plus il fait chaud longtemps, plus la plante peut se permettre d'attendre avant de faire ses fleurs, alors que là, c'est pas le cas. Et cette famille-là de légumes, vous la connaissez? Les choux. Alors, chou-fleur, brocoli, choux romanesco, les choux rouges, les choux verts à feuilles qu'on cuisine, les fameux choux de Bruxelles que vous aimez pas. Oui, je reconnais, c'est pas très bon. Alors, tout ça, ça appartient à la même famille, la famille des brassicacées. Tout est parti d'une seule et même plante qui a été domestiquée et on a sélectionné de manière empirique, c'est-à-dire sans connaissance génétique, des choux qui ont présenté des particularités. Par exemple, le chou-fleur, il a été sélectionné parce qu'il produisait beaucoup de tiges et de fleurs. On a bien ici une tige, donc des rameaux avec des fleurs. Donc on a sélectionné cette variété-là parce qu'elle présentait beaucoup de fleurs et que nous, les fleurs, on les mange. Le brocoli, pas tout à fait la même chose. On l'a sélectionné parce qu'il faisait bien des groupes de fleurs séparés. En fait, sur la plante, on va avoir un premier groupe de fleurs. On coupe la tête, il y a d'autres groupes de fleurs qui vont pousser. Alors que là, c'est une seule plante qui donne un ensemble de fleurs. Après, quand on coupe, c'est fini. Donc là, on va garder en fait la tige au potager. On coupe juste une série de fleurs qu'on va manger. Et quand la plante a fini de faire ses séries de fleurs, on l'arrache. Alors le chou romanesco, c'est vert, brocoli ou chou-fleur? Regardez la structure. Nous sommes ici dans un chou-fleur. Vous avez remarqué la disposition des fleurs? C'est joli, hein? En fait, si vous faites attention, vous avez une organisation spiralaire des petits bouquets de fleurs. Chaque bouquet est lui-même organisé en spirale et sur un ensemble de fleurs nous avons encore une organisation en spirale et si on regarde encore sur chaque petit élément c'est une organisation en spirale. Bon alors les matheux, un schéma qui se répète plusieurs fois voire même à l'infini, ça vous dit quelque chose? Les fractales, oui, bon je sais on est en SVT, faut pas faire des maths et de la physique, mais de temps en temps ça fait du bien. Donc ici sélection de tiges et de fleurs, ici sélection de groupes de fleurs, ici nous avons des sélections de feuilles, mais pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que là, concernant les choux verts, les choux rouges, nous avons une sélection de bourgeons terminaux très développés, c'est-à-dire des bourgeons de feuilles, uniquement des feuilles. Regardez, j'ai coupé mon chou rouge, ici j'ai bien un rameau et on voit très bien les feuilles qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc ici j'ai un bourgeon terminal, sur la terminaison de mon axe, je n'ai aucune fleur qui se développe, uniquement des feuilles. Donc là, on a sélectionné chez l'ancêtre de cette plante un individu qui présentait d'énormes bourgeons terminaux riches en feuilles qu'on pouvait manger. Alors vous allez me dire, s'il fait que des feuilles, comment est-ce qu'on a fait pour avoir des graines pour les planter? Parce qu'il arrive bien un moment, si on le laisse pousser, les feuilles vont s'ouvrir, le bourgeon floral va apparaître, on va laisser
la plante, on dit qu'elle monte dans le langage du potager. On laisse la plante monter, faire ses fleurs, c'est-à-dire qu'elle va développer une tige qui va faire des fleurs. Et alors, le chou de Bruxelles, me direz-vous, ce sont des mini choux verts, on n'a que des feuilles. Et oui, on n'a que des feuilles. Mais en fait, ces choux de Bruxelles poussent sur la tige principale de la plante, c'est-à-dire qu'on a sélectionné dans l'ancêtre de la plante des individus qui avaient énormément de bourgeons latéraux. Il suffisait de les cueillir, de les faire cuire et de les manger. Et donc on garde la plante intacte, on cueille juste des petits bourgeons latéraux riches en feuilles qu'on fait cuire et qu'on mange. Si on étudie la répartition de l'ancêtre sauvage du chou et les zones d'origine de quelques variétés cultivées, Brassica oleracea, c'est-à-dire la variété sauvage, on la trouve dans ces endroits-là. Et les différentes variétés que je vous ai présentées correspondent à des individus de cette espèce qui ont été sélectionnés parce qu'ils présentaient soit un bourgeon latéral très développé, soit un bourgeon terminal développé, etc. Donc ces individus ont été récupérés dans la nature par nos ancêtres, ils les ont cultivés, ils les ont sélectionnés de manière donc dite empirique, c'est-à-dire sans sélection génétique, juste parce qu'au visuel, ils avaient un caractère intéressant. Et donc, en fonction des régions d'Europe et des goûts culinaires de nos ancêtres, certaines formes présentant des caractères particuliers ont été sélectionnées. Par exemple, le chou vert, lui, a été développé principalement dans cette région. Le chou de Bruxelles, comme son nom l'indique, vous vous en doutez bien, vers Bruxelles. Oh ouais, je l'ai peut-être pas bien mis, Bruxelles. Ouais, bref, dans cette zone-là. Les brocolis étaient beaucoup plus du goût des Italiens, et le chou-fleur, à l'origine, pas du tout en Europe, mais ici. Et donc aujourd'hui, bien sûr, on retrouve toutes ces variétés en Europe. Pourquoi? Parce que le monde bouge, les gens échangent, donc maintenant on cultive. Mais si on remonte au Moyen-Âge, etc., on ne cultivait ces choux que dans ces zones-là. Et maintenant, on va parler de ça. Alors ça, ouais, la carotte. Vous connaissez la carotte, vous aimez ça, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on mange dans la carotte? Eh bien, on mange la racine. Donc ici, on a une carotte constituée d'une racine principale. La tige de la plante n'est quasiment pas visible, elle est toute petite au centre, là, au milieu des feuilles. Donc ici, les feuilles qu'on appelle dans le langage de cuisine les fanes. Et donc ici, nous mangeons finalement une racine gorgée de sucre. Donc la carotte, vous la connaissez habituellement orange, mais il en existe de plusieurs couleurs. Des blanches, des jaunes et des pourpres. Alors, si vous regardez bien, on a un petit peu de orange là. Pour ceux qui ne sont pas convaincus que ce sont 4 carottes, regardez, j'ai fait une coupe, on retrouve bien la même structure de racines. On a donc bien ici des carottes qui ont des couleurs différentes. Alors, vous avez remarqué, la carotte pourpre, en fait, il n'y a que l'extérieur qui est violet. Donc ici, on a eu une sélection variétale par rapport à la couleur. Mais toutes ces variétés sont cultivées par l'homme, elles descendent donc bien d'un même ancêtre, une plante sauvage qui a été forcément domestiquée. Voici des exemplaires de carottes sauvages, en tout cas une variété de carottes sauvages. Nous avons donc ici, vous reconnaissez les feuilles de la carotte, hein? Bah oui, une vraie carotte, ça fait ça en fait. Tadam! Voilà, oh bah voilà, je l'ai ma carotte fan! Bon, allez, j'arrête de rigoler. Donc ici, une carotte sauvage. Vous voyez qu'effectivement l'appareil foliaire est très important. Et par contre, la carotte, la racine principale, celle qu'on veut manger, est tout petit là. Tout petit, tout rikiki. Alors que nous, on veut ça. Bon qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ça, les gens, ils ramassaient et puis ils se sont dit, tiens, on va récupérer les graines, on va les planter. Et puis on a récupéré celles qui faisaient les plus grosses racines, on a planté les graines de ceux qui faisaient les plus grosses racines. Et d'année en année, on a sélectionné toujours les graines de ceux qui faisaient les plus grosses racines jusqu'à ce qu'on obtienne ça. Donc la variabilité des couleurs de la carotte, c'est le fruit d'une histoire de sélection pour ce caractère. On aime ou on n'aime pas les carottes blanches, jaunes, violettes. Donc globalement, 900 ans après Jésus-Christ, on a trouvé, donc en Europe, 12e siècle, des carottes blanches et oranges. Donc la sélection s'est faite sur la couleur blanche plutôt orange en Europe. Alors que si on est parti d'Afghanistan pour ces fameuses carottes de départ, en Asie du Sud-Est vers le XIIIe siècle, s'est fait plutôt une sélection sur la longueur de la carotte. On veut des longues carottes. Alors vous allez me dire, ça c'est long. Bah non, eux ils en ont encore des plus longues, elles sont 2 fois plus longues que ça et par contre elles sont plus fines et elles sont un peu plus roses. Alors me demandez pas de vous en montrer une, j'irai pas en chercher une en Chine, ça coûte trop cher le billet d'avion. Et donc, on a eu aussi une sélection pour la couleur pourpre, rouge, violette ou blanche qui s'est effectuée donc en Europe. Alors vous allez me dire, rouge-violette, on n'en voit pas trop chez nous. Oui, parce que nous, on a sélectionné les blanches-oranges. Donc tout ce qui est la région d'Afghanistan, etc., chez eux, ils ont beaucoup de carottes rouge-violette, ça fait partie de leur tradition. Alors on peut mettre en évidence la présence des pigments grâce à une chromatographie. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, principe très simple,
une cuve en verre, du papier Wattman, donc c'est une sorte de papier absorbant. On va vous donner un solvant, donc ce solvant c'est un mélange de certains produits, alors j'ai plus la liste en tête ici, mais vous inquiétez pas, si vous tombez dessus en ECE, le solvant il est tout prêt, on vous le file. On va vous demander donc de faire des extractions de jus de carotte. Bah ouais, comment on fait? Bah on prend une centrifugeuse, hein, vous connaissez les trucs qu'il y a dans la cuisine, on met dedans, on écrase, il y a du jus qui sort. On récupère donc ce jus, on fait des petits dépôts. Alors on pose 2 gouttes, on sèche au sèche-cheveux. On remet 2 gouttes, on sèche au sèche-cheveux. On remet 2 gouttes, on sèche au sèche-cheveux. Bon, je vous la fais pas, hein, mais il faut le faire plusieurs fois pour concentrer suffisamment les pigments. Donc on va vous donner par exemple 2 carottes, par exemple. Ça, on va vous demander de chercher les pigments dans les deux. On peut vous donner une orange, une pourpre. Bref, vous faites vos dépôts. Vous mettez votre papier Wattman à tremper. Le solvant monte dedans. Et en montant, le solvant, donc, il va entraîner les pigments avec lui. Et on va avoir des taches qui vont se former. Et on va pouvoir séparer les pigments en fonction de leur capacité à passer en solution dans le solvant. Voilà un exemple de chromatographie qui a été faite avec 3 carottes. La carotte sauvage, la carotte jaune et la carotte violette. Alors vous allez me dire, oui, les couleurs, on ne le voit plus trop. Bah oui, hein, j'ai pas fait ça cette semaine, c'est dans mes réserves de cours, c'est un petit peu passé. Mais globalement, on avait les 3 dépôts ici, et on a donc des taches qui se forment. On a la lutéine, qui fait une grande tache orange allongée, plutôt orange-jaune. On a les anthocyanes, qui sont plutôt pourpre, bordeaux. Et on a tout en haut, le carotène. Donc le carotène, c'est le pigment qui va migrer le plus loin. Ensuite, on a la lutéine et on a les anthocyanes qui sont les pigments qui migrent le moins loin parce que moins entraînés par le solvant. Donc en fait, la présence des pigments conditionne la couleur de la racine. Si vous avez une carotte blanche, c'est que vous n'avez aucun pigment. Si vous avez une carotte jaune, vous n'avez pas de lycopène, vous avez surtout du bêta-carotène et de la lutéine, plutôt jaune. Carotte orange, c'est celle qu'on connaît le mieux, parce que c'est celle qu'on mange le plus, essentiellement du carotène, de la lutéine. Dans les carottes roses, nous avons du lycopène. Et dans les carottes pourpres, nous n'avons pas de lycopène, mais plutôt du carotène, de la lutéine. Par contre, des anthocyanes, c'est ce qui explique la couleur pourpre en périphérie de cette racine. Donc ici, nous, en Europe, nous avons sélectionné plutôt ces couleurs-là. En Asie, ils ont sélectionné plutôt ces couleurs-là. Alors vous allez me dire, elles ne sont pas apparues n'importe comment, ces couleurs-là, ces pigments. Tout ça, c'est contrôlé par des gènes. Oui, mais ça, c'est dans la vidéo suivante. Alors je vous ai parlé du blé, du maïs, des choux, de la carotte. Maintenant, je vais vous parler du fruit le plus consommé au monde. Vous pensez à quoi? La pomme? Eh ben non, détrompez-vous. Le fruit le plus consommé au monde, c'est ça, la tomate. Vous appelez ça un légume? Non, c'est un fruit. En science, un fruit, c'est quelque chose qui provient d'une fleur et qui contient des graines. Un légume en cuisine, c'est une partie d'un végétal qui se cuisine de manière salée. Ça peut être des fruits, ça peut être des racines, ça peut être des feuilles, de la salade, des épinards, ça peut être des tubercules, ça peut être des rhizomes, ça peut être plein de choses. Là, je vous renvoie à vos cours de collège. Alors, quand on regarde les tomates, on en a vraiment de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ça va du rouge au jaune, au orange, et voire même au vert bordeaux foncé. Ils essayent même d'en faire des noirs. Alors, toutes ces variétés sont parties d'une sélection faite par les Incas à partir d'une toute petite rikiki, celle-là, tomate sauvage. Solanum pampinellifolium. Moi, je trouve ça trop joli, moi. Donc, vous voyez, tout est rikiki. Mouse costaud. Et ben oui, sauf que le problème, c'est que cette plante, à l'origine, elle est toxique. Vous le savez, on vous le dit tout le temps, ceux qui vont faire du potager. Quand vous enlevez les feuilles des tomates qu'on appelle les gourmands, hein, les nouvelles branches, les nouveaux rameaux qui sont à l'angle des feuilles, qui piquent la sève, il faut l'enlever parce qu'il faut que la sève, elle aille dans la tomate, et vous dit votre grand-père, pour que la tomate, elle soit grosse. Bon, ben on vous dit tout le temps de vous laver les mains. Après, vous avez senti l'odeur des feuilles de tomates? C'est toxique. Ça descend donc d'une plante toxique. Et les Incas ont réussi à sélectionner une plante. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que les fruits n'étaient pas toxiques. Par contre, ils ont du kiki. Donc, progressivement, ils ont sélectionné des tomates de plus en plus grosses. Et aujourd'hui, les petites tomates font à peu près 1 cm, 1 cm et demi de diamètre. C'est une tomate cultivée ici. L'espèce de tomate cultivée, c'est Solanum lycopersicum. Et on va donc voir différentes variétés, comme par exemple ici, la variété cérasiforme, la petite tomate cerise ronde. Mais vous le voyez bien, parmi les tomates Solanum lycopersicum, nous avons donc plusieurs variétés. Et la plus grosse, c'est Solanum lycopersicum variété Esculentum cultivar giant heirloom. Vous voyez à quel point elle est grosse à côté d'une petite tomate cerise. Donc oui, celle-là, j'en ai pas à vous montrer parce que c'est pareil, c'est pas la saison des tomates encore. Si les tomates ont été sélectionnées par rapport à leur taille, on a aussi sélectionné des tomates par rapport
à l'avancée de la maturité sur la grappe. Donc ici, nous avons une grappe qu'il serait intéressant de récolter tout en même temps. Donc il faudrait que tous les fruits arrivent à maturité en même temps. Or, en général, sur une inflorescence, ce n'est pas le cas. Les premières fleurs à sortir vont faire leurs fruits. Les dernières fleurs à sortir sont au bout de l'inflorescence. Et ici, donc, nous avons normalement une grappe qui est censée être entièrement mûre en même temps. Mais vous voyez qu'il y a des petits reliquats sauvages puisque ici, nous avons une tomate un peu moins mûre que celle-là. Donc, nous avons aujourd'hui tellement de croisements dans les variétés actuelles qu'on peut retrouver des gènes ancestraux avec des degrés donc de maturité différents sur une même inflorescence. Donc l'histoire de la tomate, elle est à la fois simple et compliquée. Tout démarre donc avec une espèce ancestrale au niveau des Andes, chez les Aztèques. Alors les écrits disent que les tomates ont été découvertes par Hernán Cortés sur un marché aztèque et ensuite envoyées en Espagne. D'autres disent qu'elles sont passées donc par le Mexique. Dans tous les cas, nous avons eu un passage par une importation d'une variété ancestrale aux Galapagos. Ça c'est obligé parce qu'on retrouve des espèces ancestrales aux Galapagos. Dans tous les cas, ça a été rapporté en Europe. Donc au début, la tomate a été considérée plutôt comme une plante d'ornement parce qu'on la pensait toxique. Ceci dit, elle l'était en partie, donc elle n'était pas considérée par les savants comme comestible, mais elle était utilisée en médecine, cherchez l'erreur. Ensuite, en 1760, elle commence à être répertoriée, et progressivement, c'est en France que la diffusion de la tomate s'accéléra pendant la Révolution, avec la montée des Provençaux à Paris pour la fête de la Fédération 1790. Donc globalement, pour le marché, on a développé différentes variétés de tomates. Depuis quelques années, revient la mode des différentes tomates cerises, différentes formes, différentes variétés, différentes couleurs. Donc on verra ça dans la deuxième vidéo sur la sélection génétique des plantes. Voici une carte assez bien faite qui vous montre finalement les grands foyers de domestication. Donc vous voyez que les foyers sont bien répartis partout sur la planète. Ils n'ont pas tous le même âge. Le plus ancien étant le foyer néo-guinéen avec la domestication de la banane et du taro. Nous avons donc au niveau du foyer chinois la domestication du riz, de la pêche et du soja. Proche-Orient, on a dit le blé, l'orge, les lentilles. Nord-américain, le tournesol, la courge. Le centre-américain, maïs, haricots, coton. Sud-américain, pommes de terre, quinoa. Foyer africain, du riz également et du sorgho. Voyons sur un schéma le principe de la domestication pour finir cette vidéo. Donc le principe de la domestication en schéma, c'est très simple. On part d'une population sauvage avec des individus caractéristiques de l'espèce et quelques individus qui possèdent des caractères inadaptés à la nature, mais qui sont intéressants pour l'homme. Donc qu'est-ce qui se passe? L'homme découvre ces individus, il fait « Yes! Ceux-là, ils sont intéressants pour moi, c'est bon pour les manger, je vais avoir plein d'énergie, je vais mieux m'en sortir, je vais nourrir ma famille, mes enfants, on va pouvoir se reproduire. » Donc qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il est pas bête. Il les récupère, il les réunit sur son terrain. Voilà, nous avons ici un prélèvement d'individus intéressants pour l'homme que l'on va cultiver. Mais voilà, l'homme n'a pas forcément ramassé des individus homozygotes. Alors oui, vous allez me dire, à l'époque, il connaissait pas la génétique. Oui, il a fait ce qu'on appelle de manière empirique, c'est-à-dire sans connaissance génétique, c'est-à-dire au visuel. Ouais, je repère, toi t'as des caractères qui m'intéressent, pof, je prends tes graines, pof, je les ressème. Sauf qu'on va forcément avoir des individus au caractère propre à l'espèce, c'est-à-dire des caractères sauvages qui ne nous intéressent pas. Par contre, on va forcément avoir dans la nouvelle génération plus d'individus qui possèdent le caractère intéressant par rapport à la population d'origine. Donc dans cette première étape de mise en culture, la proportion des individus intéressants augmente dans cette culture. Et donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas bête, il va pas récupérer les graines des oranges, ça l'intéresse pas. Il va récupérer que les graines des violettes. Et donc on va se retrouver dans la population cultivée numéro 2 avec une majorité d'individus au caractère recherché. Nous avons donc ici un processus de domestication avec définition du syndrome de domestication, c'est-à-dire la liste des caractères intéressants pour l'homme et qui ont été sélectionnés. Alors bien sûr, ce mécanisme se fait sur plusieurs générations et pas sur 2 seules générations. On est bien d'accord, c'est un processus qui est très long. Voilà comment nos ancêtres ont sélectionné des caractères chez des individus dans la nature pour pouvoir les cultiver pour qu'on ait aujourd'hui une si grande variété de fruits et de légumes.